Les amis, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot. Je suis très content de vous retrouver, même si on est au lendemain de cette défaite du Paris Saint-Germain, mon club de cœur contre le RC Lens au Trophée des Champions. Forcément une défaite dont on a parlé sur la chaîne, qui est regrettable, voilà, qui est une vraie déception. Mais aujourd'hui les amis, on va bel et bien parler du Paris Saint-Germain, mais pour évoquer la question du mercato, un mercato qui, vous le verrez, est loin d'être terminé, et peut-être même dans le sens des arrivées. Alors on va en discuter tranquillement sur la chaîne, vous en avez l'habitude maintenant, le petit like et le petit abonnement pour me soutenir et pour me donner un maximum de force, c'est extrêmement important les amis. Et pour évoquer cette question du mercato, on va pas parler de ce match-là, même si on pourrait, et on va le faire dans cette vidéo, parler d'Akliouche, que j'ai trouvé pertinent, mais on va faire un petit récap, justement, du mercato du PSG. Alors les amis, je vais me faire une grande joie, un grand bonheur dans ce début de vidéo, de rappeler quand même, pour le contexte, que le Paris Saint-Germain vient de remporter 2 Ligues des Champions avec une équipe type qui n'a pas bougé, c'est les mêmes compositions sur les 2 finales. Donc évidemment, le contexte du mercato parisien, il a été influé notamment par la nécessité de remplacer certains départs. On pourrait parler de Gonzalo Ramos, de Kang In-lee notamment, qui sont partis et qui ont été remplacés, mais surtout par la nécessité d'acheter quelque part des joueurs de rotation pour le football de Luis Enrique et pour permettre à cet effectif-là de rester étoffé et qualitatif. On va se faire, dans cette mise en contexte, un petit retour sur les signatures qui ont déjà été faites au Paris Saint-Germain. On a Alessandro Longoni, le jeune gardien italien de 18 ans qui arrive en provenance de l'AC Milan librement. On a Akliouche évidemment qui a signé au PSG. Et là les amis, je vais vous poser une petite question, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Qu'avez-vous pensé des 2 matchs d'Akliouche? Perso, si je devais vous livrer une opinion sur les 2 matchs de Marnès Akliouche au PSG, je dirais que c'est un joueur qui évidemment vient d'arriver, donc il doit encore peut-être mieux comprendre le football de cette équipe-là, de Luis Enrique, mieux encore s'acclimater. Mais très honnêtement les amis, Akliouche en l'état, de mon côté, c'est mon opinion, je trouve que c'est une vraie bonne surprise. Je l'ai trouvé performant, je l'ai trouvé pertinent, je l'ai trouvé prometteur pour la suite aussi. Il a bien compris les interconnexions, les déplacements à avoir dans cette équipe-là. Et en fait, ça m'étonne parce qu'Akliouche, on sent qu'il doit encore peut-être un peu prendre plus d'impact, plus ses repères, mais on dirait pas nécessairement un joueur qui vient d'arriver, on dirait plus en fait un gars qui est dans l'effectif depuis 2, 3, 4 ans, qui juste en fait est en phase de prépa et doit retrouver un peu ses sensations. Donc c'est assez incroyable je trouve, parce qu'Akliouche, honnêtement, c'est mon avis, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé pertinent, et je pense qu'à l'avenir, il sera très bon au PSG et qu'il fera plus de bien que ce que je pensais, parce que je vais être honnête avec vous, oui Akliouche c'est un bon joueur, je le savais, mais je ne pensais pas qu'il ferait des débuts aussi prometteurs, déjà premièrement, et je pensais pas que je pourrais me projeter autant avec son profil. Donc on verra bien ce que ça pourra donner. Akliouche, évidemment, a signé, c'est pas le seul. Il y a aussi Ferran Torres, on en a aussi longuement parlé sur la chaîne. On a fait pas mal de vidéos. Je vais aller vous montrer ça tranquillement les amis. Donc voilà les amis, on est sur la chaîne et vous verrez, on a fait pas mal de vidéos sur Ferran Torres, une vidéo ici aussi, une autre vidéo là, et on avait fait une vidéo même 3 semaines plus tôt sur justement Ferran Torres qui arrivait potentiellement au PSG, le PSG était intéressé à l'époque, donc on a fait beaucoup de vidéos sur Ferran Torres qui a signé au PSG pour moins de 50 millions, on parle de 45 millions d'euros pour un joueur qui arrive dans la fleur de l'âge, donc c'est parfait. On a évidemment Mika Götze qui a signé du côté du Paris Saint-Germain. Là, pareil, beaucoup de promesses, on verra bien. Pour l'instant, Ferran et Götze n'ont pas joué, donc on verra bien ce que ça pourra donner. Beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir de mon côté, et une vraie curiosité pour le coup de le découvrir, lui, parce que Ferran Torres, voilà, je vois à peu près, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je reviens dessus, pourquoi Ferran est d'après moi une signature XXL au PSG, évidemment dans ce rôle de rotation. Là, Mika Götze, pour le coup, je connais le joueur un peu, mais je suis plus curieux de voir ce que ça pourrait donner. T'as un peu moins de certitude dans le sens où Ferran a un CV plus gros, plus d'expérience. Là, Mika Götze, ça va être une vraie découverte. Et évidemment, pour ponctuer les arrivées, ou plutôt là, la non-arrivée du côté du mercato parisien, on a le cas de Zion Suzuki, qui finalement ne signera pas au PSG. Alors là, pour le coup, j'en ai pas fait de vidéo parce que j'étais quand même très surpris et j'ai été pris de court. Les gars, Zion Suzuki au Paris Saint-Germain, c'était un deal qui littéralement était bouclé. Finalement, il y a eu un volte-face, un revirement de situation, et Jamel nous l'explique très bien. Alors si je pouvais éviter de faire n'importe quoi, Jamel ici nous l'explique très bien.
En fait, le deal était ficelé. Zion Suzuki, effectivement, qu'on voit ici, devait venir au PSG, mais finalement, il y a eu de la part des intermédiaires 5 millions de commissions qui ont été demandées par les agents, un statut de numéro 1 garanti dès l'année prochaine, et un prêt exclusivement dans un club qui disputait la Ligue des Champions. Alors évidemment, face à des exigences comme ça, en dernière minute, le Paris Saint-Germain leur a tranquillement dit d'aller se faire voir, et il est parti voir ailleurs, mais soyons honnêtes les amis, cette question-là de Suzuki, déjà, sacré revirement, et ça montre que le mercato est quand même vachement imprévisible. Moi, j'ai une petite pensée aussi pour le joueur. Je suis dégoûté pour lui parce que je me dis potentiellement, t'as l'équipe qui vient de remporter 2 Ligues des Champions qui t'appelle, on dit allô, bonjour, je suis intéressé. Pour moi, t'as envie d'y aller, de manière assez logique. Là, les agents et les intermédiaires viennent de pourrir le deal d'une manière, à la place de Suzuki, je pète une pile, les gars. Honnêtement, sincèrement, c'est juste fou. Je suis un peu dégoûté pour lui. Maintenant, cette question-là des gardiens, eh ben, elle ouvre le deuxième chapitre un peu de cette vidéo. Justement, quelle est la gestion des gardiens? Alors, je l'avais déjà expliqué sur cette chaîne. Moi, honnêtement, Safonov, le mettre en concurrence avec Suzuki, c'est pas quelque chose que je comprenais. Évidemment, ça impacte aussi l'avenir de Lucas Chevalier, mais je pense que vous comprenez que l'avenir de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, les gars, il est quand même d'ores et déjà compromis, et à mon avis, à la moindre occasion de le dégager, le PSG va le faire sans problème. Mais, forcément, le PSG s'est penché sur Suzuki, finalement qui ne viendra pas, on le voit ici, mais le PSG s'est penché sur Suzuki pour aller concurrencer Matvei Safonov. Personnellement, c'est une décision que je comprends pas, parce qu'en fait, Safonov pour moi est un vrai bon gardien, il est dans une force de l'âge absolument parfaite, il est d'un caractère absolument imperturbable, oui c'est peut-être pas le meilleur gardien du monde, oui c'est peut-être pas le gars le plus académique dans ses sorties, oui il a peut-être pas le jeu au pied du siècle, ok, mais n'empêche que c'est un vrai bon gardien. Il a fait des bonnes prestations, n'oublions pas que il était numéro 2 derrière Donnarumma, la force mentale, il est arrivé, il a dit je vais te sauter, j'en ai rien à péter de ton statut, je vais te sauter. Bon, Donnarumma gagne la première Ligue des Champions, derrière il part mais Safonov assure l'intérim. Fallait avoir la force mentale de passer derrière Donnarumma, qui vient de te rapporter aussi une Ligue des Champions, avec une prestation très convaincante. Finalement, Safonov il arrive, costaud mentalement, et le pire du pire, c'est qu'il commence même pas numéro 1 la saison. Il commence la saison numéro 2, parce que tu lui ramènes Lucas Chevalier dans les pattes. Alors évidemment, Chevalier s'est un peu tué tout seul, il a pas été bon, mais Safonov, la résistance mentale a été incroyable. Le gars est numéro 2, il peut être numéro 1, tu lui refous un numéro 1 dans les pattes, il est numéro 2, et il revient parce que son concurrent n'est pas bon, mais parce que lui aussi, mentalement, s'est dit, je peux le faire, et il a assuré. Et faut pas oublier, je tiens à tirer un coup de chapeau à Safonov, la saison passée, les gars, Safonov passe derrière Donnarumma, il passe après un nouveau gardien numéro 1, et il arrive à te sortir des prestations solides, alors qu'on avait encore des doutes le concernant. Donc moi, perso, Safonov, qu'on le remplace, c'est pas quelque chose que je comprends. Pour moi, c'est un gars qui fait le taf, qui est dans le vestiaire, qui a un vrai tempérament, donc c'est cool. Maintenant, j'ai discuté avec un pote parisien pour mettre un peu de contradiction dans mon propos et dans ma pensée, et il m'a dit un truc que j'ai trouvé super intelligent. Si le Paris Saint-Germain s'intéresse à Zion Suzuki, c'est que potentiellement tu veux mettre en concurrence Safonov, ok? Mais si le PSG, Luis Enrique et le staff veulent concurrencer, voire remplacer Safonov, c'est qu'il a été identifié par le staff comme étant un maillon faible. Alors oui, ça peut paraître étonnant peut-être dit comme ça, Suzuki, ça pouvait être une piste prometteuse, mais Safonov, les gars, c'est quand même un gardien, comme je l'ai dit, je trouve qu'il assure, y a pas de problème. Et même contre Aston Villa, même contre Lens, j'ai trouvé que c'était franchement bien. Bon, peut-être un peu moins contre Lens, mais surtout contre Aston Villa. Mais finalement, la réflexion de se dire, le staff et le coach l'ont identifié comme un maillon faible que tu cherches à remplacer, je trouve ça malin. Finalement, Suzuki ne viendra pas, et vient une question dans la question quelque part. Et si la signature de Suzuki déjà était un porte-bonheur pour Lucas Chevalier, qui du coup reste pour l'instant au club, si Suzuki était là, je suis pas persuadé que ce soit le cas encore aujourd'hui. Et surtout, on a Suzuki qui ne vient pas. Est-ce que finalement le Paris Saint-Germain va envisager d'aller chercher un nouveau numéro 1? Parce que Suzuki pour moi c'est un bon gardien, ok, pas de problème, mais c'est pas non plus le meilleur que tu pouvais potentiellement aller chercher. On verra bien. Si le PSG jamais s'intéresse à un autre gardien numéro 1 bis, est-ce que finalement tu vas aller chercher un autre gars dans la même lignée, c'est-à-dire jeune et prometteur? Est-ce que finalement
tu ne fais pas de signature du tout et tu fais confiance à Matvei Safonov? C'est une question à laquelle il faudra répondre. Et évidemment, en l'état, le mystère reste entier. Il y a un autre truc qu'on peut évoquer dans le dossier des arrivées potentielles au PSG, c'est la question d'un défenseur central potentiellement qui peut jouer à droite, un défenseur polyvalent en gros. Et franchement les amis, là pareil je vais vous donner mon opinion, c'est un dossier qui est revenu sur la table plusieurs fois déjà l'année dernière, et cette année. Et finalement, c'est toujours pas concrétisé. Alors évidemment, je peux très bien dire ça, et dans 2 jours, c'est ficelé, et je peux que me taire. Mais, foncièrement, cette rumeur-là, d'un central qui peut jouer à droite, qui viendrait au PSG, c'est pas nécessairement quelque chose auquel je crois, pour diverses raisons. Alors déjà, la première, c'est d'un point de vue financier, je vois pas le PSG non plus avoir la nécessité de claquer de l'argent sur un poste qui n'est pas prioritaire. Ça fait un peu contradiction avec le poste de gardien, où t'as déjà un gars qui est en place et tu vas chercher un autre. Bon, tu peux te poser la question, mais surtout, en fait, moi, je vois le plan sportif. Je me dis, oui, Marquinhos a 32 ans. Évidemment, il faudra penser à la relève à un moment donné. Mais la relève de Marquinhos, c'est probablement Ilya Zabarny. Zabarny, je sais que c'est pas le gars le plus kiffé dans la commu, mais c'est pas un mec que je trouve foncièrement mauvais, loin de là. Et je trouve même qu'il a fait une saison au PSG, qu'on peut lui laisser évidemment le temps de s'acclimater, c'est pas nécessairement facile. Les gars, Zabarny, Marquinhos, je pense pas que ce soit des pipes. Je pense pas que ce soit des joueurs mauvais. Alors oui, Marquinhos c'est peut-être un peu plus âgé, ça commence à être un peu plus dans la gestion, etc. J'entends. Zabarny, c'est peut-être pas l'assurance tout risque, mais c'est pas non plus un joueur qui est horrible. On peut lui laisser du temps. Il a pour moi fait des bonnes prestations aussi, qui n'ont pas justement été assez soulignées. On peut envisager que potentiellement, dans l'axe, le PSG a suffisamment de joueurs au poste. Maintenant, il y a évidemment la question du latéral droit, et là pareil, on est sur une question très compliquée. Pourquoi? Parce qu'Hakimi aujourd'hui, il est absolument intouchable. Physiquement, il est trop fort. Techniquement, c'est costaud. En termes d'intensité, il met l'intensité dans les matchs. Il défend bien, il attaque bien, il est absolument indispensable. Et même dans la hiérarchie, il fait partie des capitaines du club. Donc évidemment, sauter un mec comme Achraf Hakimi, c'est pas possible. Si tu veux aller prendre un mec en tant que latéral droit, tu prends un remplaçant. Maintenant, je vous pose une question, les gars. Quel latéral droit du monde va se dire je vais venir au Paris Saint-Germain, mais en fait, dans tous les gros matchs, je vais jamais jouer parce qu'il y a Hakimi. Je vais venir au Paris Saint-Germain, mais en fait, Hakimi, dès qu'il sera en forme physiquement, il va jouer. Ouais, je sais. Je suis trop fort, je suis un bête de joueur, je suis international, j'ai ma carrière en jeu, mais je vais tout flinguer pour aller être remplaçant au PSG et ne jamais passer devant Hakimi. Honnêtement, c'est un projet qui me tente. Les gars, faut être honnête, je fais un peu le jeu de l'acteur et tout, aucun joueur ne va se dire ça. Aucun joueur suffisamment qualitatif et intelligent va se dire ça. Alors évidemment, ça justifie cette question de défenseur polyvalent, parce que potentiellement, un gars qui peut jouer à la fois à droite et dans l'axe, bah ça fait qu'il peut gratter plus de temps de jeu, mais en vrai, les gars, honnêtement, je ne vois pas cette arrivée se faire. La défense centrale, t'as suffisamment d'éléments en l'état. Hakimi, à droite, il est indéboulonnable, et quand bien même, je voudrais rendre un autre hommage à Warren Zaïre-Emery, comme on le fait souvent sur la chaîne, il est trop fort. Le gars est trop fort, il mérite du temps de jeu, il connaît le poste, il fait le taf. Vous voulez quoi de plus en fait? Au bout d'un moment, moi je ne comprends pas. Donc pour moi, cette question-là, dans le sens des arrivées, ne va pas se faire. Mais évidemment, il y a quand même, si jamais, 2 pistes de réflexion. La première, c'est potentiellement Guéladoué, qui honnêtement serait une vraie bonne piste, et je sais que dans les commentaires, il y a des gars qui suivent les vidéos qui valident totalement Guéladoué. Et potentiellement, j'aime bien Guéladoué, mais j'aime bien aussi un autre joueur que pour le coup j'ai beaucoup regardé pour aller faire des vidéos notamment. C'est Joël Ordonez. Alors le fait un peu marrant, c'est que j'en ai parlé à l'époque sur la chaîne, sur cet épisode-là de la pépite du jour à l'époque, mais surtout pour parler d'un potentiel transfert à l'OM l'année dernière, les gars. Oui, j'ai parlé de Joël Ordonez, que je connais bien, que j'aime beaucoup, mais pour un transfert du côté de l'OM. Mais en vrai, tu vois, que ce soit Ordonez ou Guéladoué, c'est des joueurs qui peuvent jouer dans l'axe et sur le côté. Alors faut savoir un truc, avant que j'oublie, c'est que Joël Ordonez s'est blessé, donc là pour l'instant il n'est pas dispo. Pour moi le PSG de toute façon ne fera aucun des deux et ne fera pas de recrue là-dedans, dans ce secteur-là. Mais potentiellement t'as 2 options, et Ordonez je l'aime bien parce qu'il est assez agressif aussi, donc c'est vraiment assez cool. On a là, pour le sens des arrivées, tous ces éléments-là et tous ces dossiers qui sont ouverts. On a fait le point. Maintenant les gars, vous savez, il est temps de parler du côté des départs. Alors je vous apprends rien, il y a évidemment le dossier de Bradley Barcola. Et là les amis, on entre dans quelque chose d'extrêmement compliqué. On a fait une vidéo sur la chaîne
pour essayer de remplacer Bradley Barcola. Les gars, je crois bien finalement, avec un peu de temps et de réflexion et de recul, que Mika Götze sera finalement le mec qui va remplacer Bradley Barcola. Mais on est dans l'impasse, parce qu'aujourd'hui, Barcola et Liverpool discutent et sont d'accord, ok. Le PSG et Liverpool discutent, d'accord. Mais justement, les positions des deux clubs se rapprochent, mais ne sont pas encore dans la même condition et on n'a pas d'accord entre les clubs. Le PSG a demandé initialement 170. Évidemment, c'est une offre d'appel, c'est-à-dire qu'on va négocier. On va pas dire 150 si on veut 150. On met un peu plus, on négocie à la baisse et tout. C'est le jeu des négos. Mais forcément, là, il y a un souci. C'est que Barcola est encore au club, qu'il est d'accord avec Liverpool, qu'il a l'air d'être moins impliqué. Et je vais remonter sur les tweets, notamment de Jamel, si j'arrive à retrouver ça tranquillement, les amis. Mais en gros, on a le coach espagnol, Luis Enrique, qui estime que justement, la situation de Barcola, donc l'accord avec Liverpool, et la nécessité, la volonté de ne pas prolonger au club, et du coup, de partir, parce qu'il a un accord avec un autre club, et ça impliquerait justement que le joueur est un peu moins dedans, moins souriant, moins investi. Moi, les gars, honnêtement, je vais vous le dire très franchement, oui, perdre Barcola sportivement, ça me casse les pieds. Vraiment, je reste poli, mais ça me fait chier. Maintenant, si tu es un joueur du Paris Saint-Germain, dans une équipe qui tourne très bien, dans une équipe qui a tout raflé, que tu n'es pas un titulaire indiscutable et indispensable, oui, c'est un très bon joueur, pas de souci, et sportivement, perdre Barcola, pour moi, c'est très problématique, et le profil que tu perds en plus reste quand même une grosse perte. Maintenant, c'est très simple, Barcola, si l'investissement n'est pas là, ça sert à rien de le conserver. C'est, franchement, je préfère largement avoir un joueur un peu moins fort, mais qui va plus se donner, qu'un joueur qui est extrêmement talentueux, qui va rien faire du tout, et qui s'en fout en fait. Ces joueurs-là, alors évidemment c'est pas pour taper sur Bradley Barcola, loin de là, mais des joueurs qui s'en foutaient, qui étaient pas impliqués au club, on en a eu dans le passé au PSG. C'était pas cool. Vraiment, c'était pas cool. Donc là, en fait, je me dis, le PSG peut récupérer un énorme chèque, le coach peut compter sur une équipe totalement investie, t'as pas le feuilleton de oui mais il est là dans la saison mais il joue pas trop, du coup c'est un peu compliqué, et tous les médias qui évidemment vont s'en régaler, et je pense aussi à Bradley, les gars, c'est un bon gars. Bradley Barcola, c'est un bon gars. On l'aime, il a prévenu le club, je ne veux pas prolonger, je veux, voilà, que vous le sachiez avant pour anticiper la question, que vous vous retrouviez pas comme Kylian avec 0 €. Barcola, c'est un bon mec. On l'aime tous au PSG. Franchement, je pense à lui aussi. Je me dis, le gars peut aller à Liverpool en tant que titulaire, mais c'est super stylé les mecs. Alors oui, évidemment, le PSG est trop fort, vient de gagner 2 Ligues des Champions, mais imaginez le mec s'il veut quitter le pays, imaginons. T'as Liverpool qui est sur tes côtes pour faire de toi un titulaire. Mais moi je pense à Bradley les gars. Mon gars, éclate-toi. Personne ne va t'en vouloir. Éclate-toi. Liverpool pour Barcola. Et un autre dossier, pareil pour Liverpool. Avec Ibrahim Mbaye, on apprend via RMC Sport qu'il y a un accord entre Mbaye et Liverpool. Les gars, quand je vous dis que le mercato du PSG est loin d'être terminé, on a déjà 2 dossiers brûlants dans le sens des départs. Mbaye ici, Barcola ici, 2 dossiers très brûlants. Maintenant, la question, elle est très simple. Est-ce que Liverpool va mettre l'argent ou pas? Parce que, clairement, moi je le dis franchement, le PSG, demain Liverpool ramène l'oseille, Barcola et Mbaye, ils sont dans l'avion. Parce que c'est comme ça, tu veux partir, pas de problème, on trouve un arrangement, c'est clean, et c'est très bien comme ça. Mais la question, est-ce que Liverpool, pour Barcola, et pour Ibrahim Mbaye, va poser l'argent? Parce qu'avoir l'accord avec les joueurs, c'est un bon départ. Maintenant, il faut avoir l'accord avec le Paris Saint-Germain. Il faut mettre l'argent. Ce sera évidemment une des meilleures options pour tout le monde. Et dans le sens des départs, les gars, je n'oublie pas un truc. Parce que oui, on pense évidemment aux superstars, on pense à ces gros joueurs, à ces gros dossiers brûlants. Mais il y a d'autres joueurs sous contrat au PSG qui sont moins importants, qu'on a même carrément oubliés. Mais je pense que les footballeurs sont des êtres humains qui méritent aussi d'être traités dignement. Et faut penser aux carrières, aux projets. Il faut trouver certainement un prêt peut-être pour l'UCA. Pourquoi pas? On verra bien. Il faut trouver un projet pour Yoram Zagué, qui évidemment ne sera plus dans les plans au PSG, il a 20 ans, il s'est pas imposé, il a connu des échéances un peu compliquées ici et là. Il faut trouver une porte de sortie, visiblement à Renato Sanchez qui est là. Alors là les gars, la question de Renato Sanchez, vraiment notre rôle.
Transfermarkt me dit qu'il est au club, la vie de ma mère, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Je préfère être honnête avec vous. Est-ce que Renato Sanchez est encore au PSG? Je n'en sais rien. Les gars, c'est une information que je n'ai pas. C'est-à-dire qu'on me dit il est là. Je crois pas qu'il soit là. Je ne sais pas. Pour moi, ce mec-là est un mystère. C'est une énigme, c'est un fantôme. Donc apparemment, Renato est encore là. Les gars, évidemment, c'est très compliqué pour lui trouver une porte de sortie à ce gars-là. Ça va être très dur vu son passif de blessure et de carrière. Maintenant, comme je l'ai évoqué, on parle de footballeur, on parle d'être humain. Il faut un projet. Et pareil, pour Yoram Zagué, j'ai parlé de lui vite fait, on peut potentiellement se dire oui, un prêt, mais il rejouera pas au PSG, les gars, ça sert à rien. Tu prêtes un joueur quand tu crois en lui et que tu veux le développer. Zagué, le prêter au PSG, ça n'a aucun intérêt. Parce que derrière, le PSG va le récupérer encore un an. Et le joueur, pareil, aucun intérêt pour lui. Il va faire quoi? Je vais partir, puis finalement, dans un an, on me rappelle et je dois retrouver une situation. Non, c'est chiant, c'est chiant. Donc autant que Renato parte, autant évidemment que Yoram Zagué parte. Et en vrai, je regarde un peu l'effectif, là c'est un peu l'effectif U19/réserve. Il y a plus tellement de noms comme ça qui sont à traiter, mais il faut traiter ces dossiers-là, c'est très important, et le mercato du Paris Saint-Germain est loin d'être terminé, avec toutes les considérations à prendre en compte. C'était Vasco Foot les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite une excellente soirée, salut.